d'éditrice. C'est un métier passionnant, mais c'est un métier de rapports humains et tout ça. Et je dis toujours que les auteurs, au départ, ne sont pas nos amis. On leur doit un service. Ils attendent de nous des choses, des éditeurs, ils écrivent des beaux livres. Et voilà, il ne faut pas, au départ, créer une amitié. Et puis, il arrive que cette amitié se crée. Et c'est vraiment, je crois, ce qui s'est passé avec Marcel Ruffo. Ça fait un moment maintenant qu'on travaille ensemble, ça fait plus de 15 ans. Et non seulement c'est un auteur extraordinaire, mais pour moi, c'est un ami. Alors j'ai une philosophie de la vie, comme ça, en vieillissant. Quand on vieillit, on devient philosophe. Les gens que j'aime, je les aime avec leurs défauts. Les autres, ils peuvent passer leur chemin, mais les gens que j'aime, je les aime avec leurs défauts. Et Marcel, vraiment, Dieu sait s'il a des défauts. mais je l'aime, mais vraiment, c'est une des personnes au monde que j'aime le plus. Alors, non seulement je l'aime, mais je l'admire. Et je l'admire parce que je trouve qu'il a une façon de s'exprimer dans ses livres et tout ça, et puis je l'ai vu avec des enfants, je l'ai vu, etc., d'une façon extraordinairement empathique. Il a une empathie avec les gens qu'il soigne et tout ça, qui est extraordinaire. Il a une simplicité, une gentillesse et tout ça. Donc je vous cacherai tous ses défauts, mais pour ses qualités, je peux vous dire qu'il est vraiment admirable. Donc je suis fière d'être son éditrice, et maintenant je le laisse parler. Voilà. La discipline, finalement, la pédopsychiatrie, tout à l'heure, quelqu'un qui est dans la salle évoquait des cours auxquels je participais avec Serge Govici, a beaucoup changé. Avant, les parents, nos grands-parents, par exemple, éduquaient. Ils croyaient qu'ils éduquaient. Et maintenant, les parents cherchent à comprendre. Et donc, c'est drôlement plus difficile de chercher à comprendre qu'éduquer. La pédopsychiatrie, c'est peut-être aussi être le secrétaire du discours que les gens nous confient. Le titre du livre, le premier avec Anne, Oedipe toi-même, c'est un petit garçon qui avait un cancer, qui allait en mourir, et qui était génial, hein. Le petit Michel, qui était vraiment génial, et qui, moi, me passionnait. Les gens du service d'oncologie pédiatrique m'avaient dit on a du mal à le soigner, il faudrait que tu nous aides. Et moi, je suis tombé très profondément amoureux de ce petit garçon. J'ai compris après que si j'avais été cancéreux à 9 ans comme lui, j'espère que j'aurais autant de talent que lui. Alors, c'est devenu vraiment un ami, Michel. Et un jour, il me dit... alors, on avait des combines terribles. Par exemple, il voulait que sa mère assiste aux ponctions lombaires, comme ça, lui acheter des jouets. Donc, les internes disaient, mais non, ta mère doit sortir. Alors, il disait, pour ta carrière, appelle Ruffo avant de faire n'importe quoi. Alors, l'interne m'appelait, je disais, oui, la mère doit assister à la ponction lombaire. La mère s'évanouissait, l'interne m'a rappelé, je dis, oui, mais comme ça, il a un jouet. Et donc, vraiment, j'avais une complicité avec ce petit garçon assez... Et puis, je vous dirai pourquoi cette complicité continue entre lui et moi. Et puis, un jour, il me dit, à l'entretien avec sa mère, bon, il faudrait que l'autre dorme dans une autre chambre. Je lui dis, de qui tu parles? Alors, il me dit, ben, je parle de mon père, l'autre. Je dis, quoi? Tu parles de ton père en disant l'autre et tu veux qu'il dorme où? Ben, moi, je dors avec ma mère et lui dort dans ma chambre. Non. Je lui dis, c'est pas parce que tu es cancéreux que tu as le droit de dormir avec ta mère. Oh, toi, il n'y a que toi qui me parles comme ça. Je dis, non, je sais que tu es cancéreux, tu ne le sais pas? Oui, je sais. D'ailleurs, les autres, ils font semblant de ne pas le savoir. Il faisait par exemple des coups incroyables. Il avait plus de cheveux, évidemment, à cause de la chimiothérapie. Il avait un bonnet, il prenait le bus à Marseille, il prenait le bus, il disait, salut, je suis un petit cancéreux qui va mourir. Alors le chauffeur lui disait, mais non, ça va aller. Ça la rencontre, alors il faisait, et tu ferais quelque chose pour moi alors que je suis un petit cancéreux? Tout ce que tu veux, petit. Change ton numéro de bus, là. Et certains les changeaient. Tu imagines les mecs dans le bus qui montaient sur d'autres destinations. C'était un garçon vraiment merveilleux. Alors, là, quand il me dit ça, quand il me dit l'autre va dormir dans une autre chambre, je dis non, Michel, ton père dormira avec ta mère et toi dans ta chambre. Et je raconte l'histoire d'Oedipe. Et il me dit qu'est-ce que c'est? Ben, Oedipe, je lui dis, tu sais, il y avait une prédiction, il allait tuer son père, et donc un berger doit l'accompagner dans la montagne, lui attacher les pieds et le laisser en pâture aux loups et aux bêtes sauvages. Et comme toujours, les bergers sont sensibles, donc il n'attache pas les mains du petit, il attache quand même les pieds gonflent, Oedipe ça veut dire pieds gonflés, et à ce moment-là, des gens le recueillent, ils le détachent, ils l'élèvent, puis finalement il va à la ville et il tue son père, il épouse sa mère. Il me dit, c'est exactement ce que je veux faire, il me dit.
oui, mais il dit, je te dis qui tue son père. Il me dit, mais tu sais très bien, il faut que c'est moi qui vais mourir, pas mon père. Je dis, non, non, je te dis que tu as une problématique d'hypienne. Et il sort furieux de cet entretien. Il me mettait toujours des petits mots d'insultes quand je n'étais pas d'accord avec moi. Et il me dit, Oedipe toi-même. Ce qui est vraiment prodigieux. Et quand je dis que je suis toujours attaché fondamentalement à ce petit garçon, c'est que l'autre jour j'en parlais chez moi. Et je disais, Michel, il y a combien qu'il est mort? 8-9 ans. Et ma femme m'a dit, mais ça fait 35 ans qu'il est mort, Michel. Et pour moi, il n'est pas mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement encore vif dans ma tête que j'ai pas encore oublié ce petit garçon qui m'a tellement aidé à comprendre comment soutenir un enfant dans ces conditions. Donc vous voyez que c'est facile d'écrire des livres avec Anne Carrière dans des pédopsychiatres. Tu fais un peu de la clinique, tu l'as fait le moins bêtement possible, tu l'écris et tu fais un livre. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Quand j'ai commencé à écrire ce bouquin en partie autobiographique, les 80 premières pages sont venues comme ça, mais vraiment sans aucun effort. Or, elle est morte en 70, quoi. Donc, vraiment, j'ai compris là ce que les grands-parents marquent nos enfances, comment ils sont le socle de vie, notre origine, nos racines, quoi. Comme les grands-parents sont notre identité, quoi. Comme ils sont le transmetteur du passé et essentiels, capitaux pour pouvoir avoir un avenir, quoi. On ne peut pas avoir un avenir si on n'a pas le passé de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. Je parle du slow médoc, de la diminution absolue qu'il faut des médicaments. Et donc, Patrick Cohen, il me dit, mais pourquoi un pédopsychiatre vous parlez des maisons de retraite? Parce que les pédopsychiatres, ça parle de tout. Et je dis, mais puisque c'est le week-end, allez voir un peu les gens anciens que vous avez placés, parce qu'ils sont aussi le musée de vos souvenirs. C'est-à-dire que je suis maintenant le dépositaire de ma grand-mère. C'est aussi quelque chose que je demande parfois aux grands-parents, de parler de vos métiers, parler de ce que vous étiez, parler de vos difficultés, parler de vos histoires ratées, parler de vous, quoi. Parler de vous, ça les intéresse. Et répétez. Et ne soyez pas les grands-pères, ça répète toujours. Hein. C'est une catégorie répétiteuse. Donc, les grands-pères, quand ils répètent, ils ont raison. C'est ce qui est amusant. On voit quand ils changent, quand l'histoire se modifie. Un grand-père répéteur menteur, c'est génial, tu vois, par exemple. Un menteur, répéteur menteur et menteur. Je vois qui ça peut être, d'ailleurs, moi. Je me demande si je ne vais pas être un peu comme ça. Un grand-père de ce style. Et donc, ça permet un enrichissement et une culture de soi, une culture de nos vies, une racine, un socle identitaire qui est fondamental.